Merci Sergueï. Oui, je suis docteur en médecine, je suis praticien hospitalier temps plein, PHTP comme on disait, et enfin, pendant les longues études, trop longues études de médecine, j'ai fait quelques certificats d'histoire et d'histoire de l'art, donc pour changer un peu du train-train quotidien médical. Et sinon, j'ai été inclus dans l'équipe du SAMU il y a longtemps, quand le SAMU a été créé. Et donc après, j'ai continué dans les hôpitaux, des hospices, et ensuite j'ai terminé ma carrière comme chef de service à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône, mais c'est pas bien loin. Donc, je vais vous parler d'un domaine qui est paradoxalement pas tellement étudié jusqu'à maintenant. C'est vrai que l'histoire de la médecine, c'est un domaine qui est à cheval entre l'histoire d'un côté et la médecine de l'autre. Et tous les médecins ne s'intéressent pas à l'histoire de la médecine et tous les historiens ne s'intéressent pas forcément à la médecine. Et je pense qu'il faut avoir une double compétence parce que la médecine, c'est passionnant, l'histoire de la médecine, mais il faut avoir quand même des compétences médicales, si vous voulez, pour comprendre un certain nombre d'évolutions. Alors sinon, pour revenir à l'histoire de la guerre de 14, eh bien, les références bibliographiques sont assez courtes, hein. Il y a eu beaucoup de livres sur l'histoire de la guerre de 14, bien sûr, mais relativement peu, ou du moins peu accessibles sur le service de santé. Et il n'y a absolument pas, du moins à ma connaissance, d'ouvrage global sur l'histoire des services de santé dans les différentes armées, parce que les différentes armées ont été confrontées aux mêmes problèmes dont on va parler, et elles ont trouvé des solutions parfois différentes. Certains ont fait mieux que d'autres, et ça pourrait être intéressant de faire une comparaison. Donc si vous êtes plein d'énergie, vous avez là un domaine de recherche. Sinon, en France, on a cet ouvrage donc, qui est paru qui a été écrit donc, par les professeurs Larcan et le docteur Ferrandis. Et si vous voulez, cette formulation qui est très classique vous montre bien l'évolution des choses. C'est-à-dire qu'en 14, eh bien, on mourait très bien, directement, alors qu'en 18, on était guéri et on avait récupéré la fonctionnalité même de sa jambe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Alors, voilà le plan que je vais suivre. Donc, l'introduction. On est parti en 14, absolument pas préparé. Ensuite, la première partie, c'est l'amélioration de la prise en charge. Et la partie 2, ce sont les améliorations médicales proprement dites. Alors, comment ça s'est passé? Alors voilà une gravure allemande qui vous montre les différents uniformes. Vous voyez, ils avaient de beaux uniformes. Moi, je regrette beaucoup, quand j'étais médecin aspirant, mon uniforme était moins brillant que celui-là. Je n'avais pas un beau pantalon rouge comme ça. Mais on avait gardé le képi rouge quand même dans l'armée française à l'époque. Et vous voyez, ces services de santé, ce qui est intéressant, c'est la position dans l'armée austro-hongroise. Vous avez un prêtre au premier plan, vous avez une sœur là dans l'armée allemande, mais bien sûr, dans l'armée française, la laïcité et la séparation de l'Église et de l'État étant bien sûr la règle, vous n'avez pas de prêtres ou de rabbins qui sont montrés. Donc, par contre, eh ben, ils seront bien utiles sur le terrain, on les verra sur le terrain. Donc l'armée française, il faut dire ce qui est, aucune armée n'est bien préparée. C'est-à-dire que ce que l'on va dire sur l'armée française, c'est valable pour toutes les armées. L'armée allemande, l'armée anglaise, l'armée russe n'ont absolument pas prévu une organisation du service de santé militaire à la hauteur. Alors d'abord, l'insuffisance, elle est quantitative. Vous voyez les chiffres de la différence entre les médecins en 14 de l'armée française et le nombre de médecins de l'armée américaine quand ils viennent. Donc pratiquement, il y a 2 fois plus de médecins en 1918 dans l'armée américaine pour 3 fois moins de soldats engagés dans les combats. Donc vous voyez, la densité est totalement différente. Ensuite, eh bien, les médecins, les docteurs en médecine en 14, étaient peut-être des grands patriotes, mais quand l'armée les appelait pour faire des périodes, eh bien, ils n'y allaient pas.
Il n'y allait pas. Il y avait pratiquement que la moitié des médecins avant 14 qui régulièrement allaient se former. Et donc, il faut savoir qu'en 14, on a mobilisé tout le monde. Tous les étudiants en médecine ont été aussi systématiquement, dès la première année, ont été mobilisés. On partait pour une guerre courte de 3 mois. Donc, grosso modo, les étudiants ils disaient on reviendra en décembre, puisqu'il était prévu de rentrer dans les foyers avant Noël. Donc, tout le monde est parti, ce qui fait que la fac de médecine s'est retrouvée vide. Et on les a envoyés en première ligne. Donc, ils avaient des formations très relatives. Et on laissait les chirurgiens dans les hôpitaux de l'arrière. On a en plus cette idée qui court les livres de médecine à l'époque, c'est que les balles vont tellement vite, elles sont chaudes, si vous voulez, elles sont stériles, on parle de balles humanitaires, et que quand elles rentrent dans le corps de quelqu'un, eh bien, ça ne peut pas s'infecter. Bon, on part d'un principe qui va être totalement faux, que la majorité des blessures vont être faites par des balles, alors que l'énorme majorité des blessures, 75% au moins, vont être faites par des éclats d'obus. Et forcément, ça rebondit dans la terre, ça traverse un tissu qui est souillé, et donc ça rentre dans la plaie des morceaux de terre. Bon, et avec les conséquences que nous verrons. En ce qui concerne les pharmaciens, on considère, du moins l'armée considère que les pharmaciens, c'est des gens qui n'ont aucun intérêt dans le service de santé des armées. Donc on va les envoyer comme brancardiers. Et puis la gestion des médicaments, eh bien ça va être des officiers d'administration qui vont s'occuper de la gestion des médicaments. Bon, on continue. Alors, il faut voir aussi que la médecine, ce n'est pas la médecine moderne. Il y a quelque chose qui est tout à fait nouveau dans les mentalités, c'est qu'on peut surveiller la température, que ça peut être intéressant. Sauf que tous les thermomètres à mercure, avant 14, sont fabriqués en Allemagne. Alors, on va se retrouver sans thermomètre à mercure dans l'armée française. Alors, on va acheter des thermomètres à mercure aux Anglais, on va en acheter aux États-Unis, mais donc, c'est presque comique, si vous voulez, on n'a pas de thermomètre à mercure. Et puis, je vous ai dit, on prévoyait une guerre de 3 mois, donc les réserves pharmaceutiques étaient calculées pour 3 mois. Sauf qu'en 15 jours, il n'y en avait plus. Voilà, on est parti comme ça en 14. En plus, l'armée, enfin le général en chef, le général Joffre, a décidé qu'il fallait attaquer à outrance. Donc on attaquait à outrance, baïonnettes au canon, des lignes mitrailleuses ou des lignes d'artillerie. Et moyennant quoi, si vous voulez, on avait sous-estimé la puissance de feu moderne et d'emblée, on a été stupéfait par le nombre de blessés. Ça, c'est quelque chose que personne n'avait prévu. Donc, il n'y a pas de chirurgien en première ligne, donc les blessés, il faut les évacuer. Sauf que, bien sûr, on n'a pas de moyens d'évacuation. Alors, je vous montre cette photo, c'est une diligence, hein. Il y avait encore en France des diligences à l'époque, pas dans les grandes villes, mais par exemple en Ardèche, pour aller de Privas un peu plus loin, c'était la diligence, comme la diligence du Far West. Hein. Et vous voyez, c'est une diligence qui a été réquisitionnée et on met les blessés dedans. Alors on a vaguement un drapeau blanc avec une croix rouge, mais enfin, donc on évacue. On évacue comme on peut. Là, on prend des wagons de bestiaux, hein, et on met la paille, on met de la paille propre, mais qui très rapidement ne sera plus propre, et on met comme ça par terre les blessés. Donc, en conséquence, c'est un nombre de morts absolument épouvantable. Alors, on dit, c'est banal ce que je viens de vous dire, tout le monde sait qu'en 1914, il y a eu beaucoup de morts. Mais on vous dit c'est parce qu'ils ont chargé à la baïonnette contre des nids de mitrailleuses. Non, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas été soignés. Et donc vous voyez, si on prend ce chiffre de septembre 1914, j'ai considéré, bon, 90 000, c'est proche de 100 000, hein,
Si vous multipliez 100 000 morts, donc comme en septembre 14, pendant la durée de la guerre, eh bien, au total, on aurait 5 millions de morts français. Je parle que des morts français. L'armée française, en fait de l'ordre de 10 millions de gens qui ont été mobilisés pendant la Première Guerre mondiale. Ça voudrait dire que s'il n'y avait pas eu toute cette prise en charge, cette amélioration dont je vous parlais maintenant, il y aurait, au lieu de 1 300 000, il y aurait eu 5 millions de morts. Donc vous voyez quand même la différence. Alors, de quoi meurt-on en 1914 ? Eh bien, suite à cette histoire de plaies souillées, eh bien, on va faire toutes les complications infectieuses que vous pouvez avoir avec des germes pathogènes telluriques. Donc, on va avoir des septicémies, mais surtout, on va avoir du tétanos et de la gangrène gazeuse. Parce que le blessé qui est ramassé, je ne parle pas des pauvres types qui sont morts parce qu'on ne les a pas ramassés. Vous imaginez, 14, les troupes françaises reculent. Donc les blessés français qui restent sur le terrain, ben, ils vont être ramassés par le service de santé allemand. Le service de santé allemand va faire son travail et ramasser les blessés français comme les Français ramasseront les blessés allemands. Mais quand on lit les témoignages, ben, c'est évident. Vous commencez par soigner vos compatriotes. Et puis après, quand le médecin a fini sa journée, il va voir s'il n'y a pas d'autres blessés, allemands pour les Français ou Français pour les Allemands. D'accord ? Alors là, c'est légèrement différent. On imagine un blessé qui est resté ramassé par le service de santé français. Il a une plaie souillée, une fracture ouverte éventuellement, un dégât, un écrasement du fémur. On met un bandage autour, on ferme bien le bandage. Alors, il faut bien fermer le bandage. Hein. On le met dans un train et il part. Et il part. Il peut se retrouver à Bordeaux. Hein, quand je dis il part loin. Et donc, on va avoir un nombre de tétanos et un nombre de gangrènes gazeuses absolument épouvantables. Alors, il y a quelqu'un qui est lyonnais, enfin du moins qui travaillait en 1914 à Lyon, qui était un élève qui avait travaillé avec Marie Curie, et qui, lui, il se révolte. Il dit, c'est complètement idiot. Lui, il était donc à l'hôpital de Gérardmer, et donc il va soigner sur place. Donc, quelque part, il désobéit aux ordres. Il soigne ses blessés sur place et la mortalité de son hôpital est bien inférieure à la mortalité de tous les autres hôpitaux. Alors on s'en aperçoit en haut lieu et on lui donne la Légion d'honneur devant le front des troupes. Enfin, et c'est quelqu'un qui va jouer un rôle extrêmement intéressant dans la suite de la guerre. Donc voilà cette catastrophe de 1914. Grâce à des gens comme Regaud, il y a une prise de conscience quand même de cette catastrophe et on va prendre des mesures. Alors un autre Lyonnais, Lyon va jouer dans cette affaire vraiment un rôle extrêmement important. Hein, je vous le dis, c'est pas parce qu'on est à Lyon et que moi aussi je suis lyonnais, personne n'est parfait, mais c'est une réalité. L'autre grand lyonnais, c'est Justin Godard, qui était adjoint au maire de Lyon, qui était député du Rhône, du département du Rhône, et qui, par ses relations, va être nommé sous-secrétaire d'État au service de santé militaire. Et pratiquement, il va le rester, vous voyez, jusqu'en 1920. Et si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé dans le grenier de la famille cet exemplaire de Lecture pour tous, hein, c'était un hebdomadaire local de l'époque, donc du 15 octobre 1915, et il y a un grand article de Justin Godard. C'est un journal qui était diffusé partout, hein, c'est l'équivalent, je ne sais pas moi, de Paris Match ou de Nouvel Observateur. Et il y a un grand article de Justin Godard où il met les soins aux blessés sont assurés. Donc évidemment, c'est un article grand public. C'est pour rassurer les mamans ou dont leur jeune homme. Je vous rappelle que les gens qui partent en 1914, ils ont 20 ans, 21 ans, 22 ans. Hein. La majorité des armées, c'est constitué par les recrues.
militaire. Mon grand-père est parti, il avait en 1914, il avait 24 ans. Quoi. Bon. Et grâce à Justin Gothard, il va y avoir toute une réorganisation de ce service de santé. Alors d'abord, on va mettre tout un échelonnement de soins. C'est-à-dire que, bien sûr, il y en a en première ligne, au niveau du bataillon, il y en a au niveau du régiment, au niveau de la brigade, etc. Et puis, on va inventer cette chose qui n'existait pas, et c'est toujours d'actualité, bien sûr, c'est le triage des blessés. Quand vous avez 10 blessés devant vous, eh bien, vous allez commencer par faire le tour général. Ne commencez pas par A pour aller au 10e. Et si vous voulez, c'est ce qui, moi, m'est arrivé quand en SAMU, on a été confronté à des accidents, par exemple, de car, où vous avez 40 blessés en même temps. Eh bien, il faut faire un triage. Vous avez le blessé qui n'a rien, mais qui râle 10 fois plus, qui se met à hurler alors qu'il n'a rien du tout. De l'autre côté, il y a celui qui dit rien, mais qui est en train de mourir. Et si vous passez tout votre temps à réanimer celui qui est en train de mourir, vous ne pouvez pas soigner les autres. Donc, c'est bien sûr une énorme responsabilité et ça demande, simple mot de triage, ça demande une grande compétence et une grande autorité. Et ça, on ne va le comprendre que progressivement. Donc, on va donc installer des postes de secours avec des gens compétents en première ligne. Si vous voulez, on avance la qualité vers les lignes et on va être capable très vite, dès les premiers soins, faire des pansements corrects, mais faire aussi l'hémostase d'une artère, parce que c'est tout bête, hein, une hémostase d'artère, sauf si vous ne la faites pas, eh bien, le patient se vide de son sang. Et puis, une autre chose qui va être faite tout de suite à ce niveau-là, c'est les vaccinations, du moins la sérothérapie. On n'est pas encore dans la vaccination. Alors sinon, eh bien, les soldats blessés vont vers l'arrière. Ceux qui peuvent marcher, ils se débrouillent. Ceux qui ne peuvent pas marcher, bon, on va les chercher avec des brancards, avec des charrettes. Enfin, Et alors, ensuite, à 3 km du front, vous avez le poste chirurgical avancé. C'est la grande découverte, où là, on va pouvoir faire des gestes beaucoup plus compliqués. Et la conséquence, c'est qu'on va passer de 98 000 évacuations par mois en 2014 à seulement 31 000 évacuations en 1917. Si vous voulez, les blessés vont être soignés beaucoup plus tôt. Alors voilà une statistique pendant la bataille de Verdun, donc en 1916. Vous voyez l'énorme quantité de blessures par éclat d'obus, hein, alors que je vous rappelle, on considérait qu'en 1914, que la majorité des blessés seraient par balle. Ben non, il y en a 10 fois moins que par éclat d'obus. Et l'énorme quantité de plaies par membre. On verra quelles seront les conséquences. Les plaies du crâne, je n'ai pas sorti de statistiques. En fait, les plaies du crâne avaient considérablement... Elles étaient très importantes en 1914, mais beaucoup moins importantes en 1916, tout simplement parce qu'on s'est aperçu entre les deux que si on mettait un casque, eh ben, il y avait moins de plaies du crâne. Bon, on aurait pu y penser plus tôt. Je vous rappelle que quand même, en 1915, il y avait des soldats qui montaient à l'assaut avec une casserole sur la tête parce que ça les protégeait plus que le képi en tissu. Hein, voilà comment on était parti à la guerre en 1914. L'autre chose qui fait frémir, c'est que quand l'armée décidait de faire une offensive, on ne prévenait jamais le service de santé. Alors donc, quand en 1917, le brave général Nivelle, qui a fait tuer inutilement des centaines de milliers de Français, a décidé de faire l'offensive, le service de santé n'était pas prévenu. Et c'est ce qu'on a appelé le désastre sanitaire du chemin des Dames, où Justin Godard a été violemment attaqué, mais il s'est défendu aussi violemment. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on va, à côté du grand quartier général, il va y avoir des directeurs du service de santé. Donc vous voyez
un mois après l'offensive, en mai 1917, alors que manifestement elle avait échoué. Et donc, comme ils seront au courant, eh bien, ils pourront faire monter les moyens correspondants et coordonner les éventuelles évacuations. Donc, ceci dit, il faut attendre aussi 1917 pour que le triage soit fait par des chirurgiens de carrière qui ont suffisamment de poids et de capacité pour décider qui doit être évacué ou non. Et il faut attendre 1917 pour que les fiches d'évacuation, alors vous voyez, c'est ça la fiche d'évacuation, les soldats ont tous une fiche d'évacuation. Sur cette fiche d'évacuation qui a été mise en place progressivement, c'est très important d'avoir une fiche d'évacuation, parce que si vous quittez la zone de combat sans fiche d'évacuation, vous êtes un déserteur. Et la justice militaire, je vous jure, ne rigolait pas à cette époque-là. Vous avez peut-être vu le film Les Sentiers de la Gloire de Kubrick, qui correspond quand même assez bien à l'état d'esprit général. Vous savez que les officiers avaient le droit de tirer une balle dans la tête d'un homme qui quittait son poste de combat. Ça, on ne nous l'a pas trop dit, mais dans les témoignages, en 1914, il y a un général qui écrivait froidement « J'ai tué 5 soldats, mais je n'ai pas pu arrêter la panique que les autres avaient. » Et il n'a pas été traduit en conseil de guerre comme criminel de guerre. Non, non, ça faisait partie des ordres. Alors, cette fiche était très importante, d'autant que, outre le nom, etc., le médecin mettait ce qu'il avait fait, en particulier s'il y avait eu une sérothérapie de fait antitétanique ou les gestes qu'il avait fait, les médicaments qu'il avait fait. Mais vous voyez que c'est seulement à cette époque-là qu'on va différencier par des couleurs le type de garrot ou s'il faut les opérer d'urgence, etc. Alors, l'autre amélioration, c'est la motorisation. Donc, c'est plus en 14, c'était ça. Hein. C'est vraiment les chariots du Far West dans lesquels on mettait les blessés. Et puis, on va motoriser tout le service de santé et on va avoir tout un ensemble d'ambulances qui vont être utilisées pour évacuer. Et on va, je vous ai dit, l'armée française était partie avec 3 ou 4 trains sanitaires. En 1918, il y a 190 trains sanitaires. Alors évidemment, les trains sanitaires français n'ont pas le grand luxe qu'avaient les trains sanitaires américains qui sont arrivés en 1917. Alors à l'intérieur, il y a quand même eu 4 600 000 soldats évacués par train sanitaire. Ils ne sont plus par terre sur la paille, ils sont sur des brancards. On aime beaucoup montrer ça, parce que si vous voulez, pour les mères, les pères des soldats qui étaient à l'arrière, c'était important de savoir que leurs enfants seraient bien soignés. Si vous voulez, il y a aussi une lecture de tous ces documents. C'est bien sûr des photos un peu de propagande. Faut bien voir qu'on ne vous montre que ce qu'il y a de plus glorieux. Et puis, on s'est aperçu que c'était un peu idiot de mettre tous les médecins compétents, chirurgiens compétents, tout le long de la ligne du front, que s'il y avait une offensive à un endroit, eh bien, comme on faisait monter des réserves d'artillerie, il fallait des réserves du service de santé. Et c'est ce qu'on a appelé les autochires, donc un convoi de véhicules, de camions, qui transportent le matériel, non seulement le personnel, mais le matériel, pour monter une antenne chirurgicale à l'endroit où il y aura beaucoup de blessés. Je vous parlerai très peu de la radiologie, puisqu'il y aura une conférence spéciale sur ce sujet-là. Donc il y a 18 unités radiologiques motorisées, et il a été quand même fait 1 100 000 examens radiologiques entre 1917 et 1918. C'est à la fois beaucoup, mais c'est finalement pas beaucoup pour nous maintenant. Ça semble presque ridicule, mais enfin, ça a été vraiment quelque chose de tout à fait nouveau avec cette femme admirable, bien sûr, qui était Marie Curie.
Et puis on a beaucoup parlé de ce qu'on appelait les hôpitaux d'orientation et d'évacuation, les HOE. Donc il y a plusieurs types d'HOE, mais ce que l'on demande aux HOE, c'est de recueillir tous les blessés ou les malades, parce que si vous voulez, et vous verrez dans la suite, on pense aux blessés, mais il y a aussi beaucoup de malades dans l'armée française. Et dans les hôpitaux, on soigne bien sûr aussi bien les blessés que les malades. Donc pour opérer aussi les soldats intransportables et préparer les évacuations. Alors en arrière, maintenant, à l'arrière, il y a des hôpitaux temporaires d'évacuation. Au total, on a créé 507 000 lits à l'intérieur de la France pour les soldats ou les malades blessés. Je vous prends l'exemple de Lyon parce que, évidemment, Lyon est extrêmement bien placé pour différentes raisons. D'abord, Lyon est toujours resté à l'arrière, mais assez proche par les relations en train qu'on pouvait avoir vers le front de l'Est. On peut accéder à Lyon facilement. Alors, il y avait déjà 2 hôpitaux militaires à Lyon. Desgenettes, qui se trouvait à l'époque pas très très loin d'ici, là où il y a le Sofitel actuel, sur le bord du Rhône, et Villemanzy, qui existe toujours, c'est les Collinettes, c'est à mi-pente de la Croix-Rousse. Et puis, bien sûr, l'école de santé militaire, qui était avenue Berthelot. Bien, alors ça, c'était les hôpitaux militaires. Et puis, très vite, dès 1914, Édouard Herriot va mettre à disposition des lits civils à la disposition des militaires, donc dans les différents hôpitaux de l'époque, c'est-à-dire l'Hôtel-Dieu, la Charité, la Croix-Rousse et l'Anticaille. Mais les 2 autres hôpitaux privés à but non lucratif vont être aussi utilisés, donc Saint-Joseph et Saint-Luc. Mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. Il y a tellement de blessés que pour les convalescences, si vous voulez, on va mettre des blessés, mais littéralement partout. Donc, vous verrez peut-être passer des écoles où vous êtes allés. On a beaucoup réquisitionné en partie des écoles. Donc, vous voyez, dans le 1er arrondissement, dans le 2e arrondissement, il n'y en a pas dans le 3e, curieusement, dans le 4e, et dans le 5e arrondissement. Alors, il y en a beaucoup. Le 5e arrondissement de l'époque, c'est toute la rive droite de la Saône. Ça n'inclut pas ça inclut le 9e. Donc l'infirmerie de la gare de Vèze, c'était une gare beaucoup plus importante à l'époque que maintenant. Elle a été complètement rasée en 1944, la gare de Vèze. Et c'était la gare nord de Lyon. Donc forcément, les blessés, souvent, arrivaient au niveau de la gare de Vèze. Et donc là, vous avez la photo de l'infirmerie de garde numéro 23 de Lyon-Vèze. Mais vous avez aussi l'école vétérinaire qui a été réquisitionné, vous savez, là où il y a le conservatoire de musique, les lazaristes, le groupe scolaire de la rue Tissot, l'institution Lédrade qui est donc montée du chemin Neuf, l'école Gerson, donc qui est à Saint-Paul. Et puis, dans le 6e, la Croix-Rouge, les Charmettes, Edgar Quinnel, on évacue les jeunes filles, je ne sais pas où elles sont allées. Curieusement, je n'ai pas trouvé le mien de lycée, c'est-à-dire que le lycée Ampère n'a pas été réquisitionné. Je pense que les filles étaient venues à Ampère, ce qui fait que les garçons devaient être contents, mais enfin bref. Et le lycée du Parc, qui vient d'être construit, mais qui n'est pas encore utilisé par l'éducation nationale. Et donc, et l'intérêt du lycée du Parc, qui ne porte pas d'ailleurs encore ce nom de lycée du Parc, on parle du nouveau lycée, il est juste à côté de la gare des Brotteaux. Or, la gare des Brotteaux va jouer un rôle extrêmement important parce que c'est la ligne de Genève, l'arrivée de la gare des Brotteaux. Et toutes les fois que par la Suisse, des blessés prisonniers sont, des blessés graves, sont évacués d'Allemagne, ils passent par la Suisse, et ils arrivent à Lyon, où ils sont pris en charge. Et, pardon ? Oui, il y a eu aussi quelque chose dans cette chose absolument inhumaine, c'est que les membres du service de santé, les médecins, les infirmiers, ne sont pas considérés comme des combattants. Et les conventions de Genève exigent que
qu'un médecin ou un infirmier ne peut pas être fait prisonnier. Il faut le rendre à l'adversaire. Et il va y avoir, mais au début assez irrégulièrement, puis à partir de 1917, très régulièrement, un échange de médecins français, allemands ou infirmiers français, allemands. Et cet échange se fait par la Suisse. Et donc les Français, là, ce que vous voyez arriver, ce n'est pas des blessés. J'avais vu cette photo qu'on trouve dans l'album qui est conservé au musée d'histoire de la médecine et que vous pouvez voir, le musée d'histoire de la médecine qui est à la faculté de médecine Rockefeller, et il est exposé ici. Eh bien, c'est une photo qui est assez connue. Vous voyez tous ces gens qui marchent, ce n'est pas des blessés, c'est des membres du service de santé qui ont été échangés avec les Allemands. Et donc, quand la commission sanitaire interalliée veut faire des recherches un peu compliquées, eh bien, on va demander à la région lyonnaise, la 14e région militaire, de faire une étude sur les différents, la question de l'épuration de l'eau potable, etc., etc. Elle va être choisie. Et puis, quelque chose que l'on ne sait pas du tout, alors, même localement, au nord d'ici, à 25 km, vous avez une gare très importante qui est Saint-Germain-en-Mont-d'Or. Tous les trains pratiquement s'arrêtent à Saint-Germain-en-Mont-d'Or. À Saint-Germain-en-Mont-d'Or, il y avait, et jusqu'à une date récente, une énorme gare de triage. C'est la gare de triage du nord de Lyon. Et parce qu'il y a beaucoup de lignes de chemin de fer, on va faire le transit camp numéro 2 pour la troupe. Et donc, 500 000 soldats britanniques vont passer par ce camp. C'est-à-dire que tous les soldats de l'Empire britannique qui débarquent à Marseille, ils prennent le train et on va, parce que c'est quand même fatigant, ils vont s'arrêter à Saint-Germain-en-Mont-d'Or. Et bien sûr, les malades vont être débarqués. Et il y a quand même 117 tombes dans le cimetière de Saint-Germain-en-Mont-d'Or. Et il y a toujours des cérémonies le 11 novembre. Donc là maintenant, on va compenser l'insuffisance quantitative dont je vous parlais tout à l'heure et on va monter en charge puisqu'on va terminer avec une armée sanitaire, on parle d'armée sanitaire, de 168 000 non-combattants entre les médecins auxiliaires, les pharmaciens, les dentistes et les infirmiers, mais aussi les femmes. On va avoir des infirmières, 10 000 infirmières militaires. C'est plus anecdotique, c'est que dans chaque régiment, il y avait une musique, une fanfare. Ça faisait 50 à 60 soldats dont le but, c'était de jouer de la musique. Eh bien, vous voyez, tous ces musiciens ont une croix rouge sur le bras parce que quand on partait baïonnette au canon, ils rangeaient leurs instruments et ils devenaient brancardiers. Les brancardiers régimentaires, il n'y avait pas que, mais enfin, il y avait quand même... les musiciens servaient de brancardiers. Mais les brancardiers des ambulances, eux, sont attachés au service de santé. On va réorganiser la pharmacie et les pharmaciens vont être utilisés à bon escient. Alors maintenant, pour la partie purement médicale. Il est certain que la guerre, et ça va être très vite connu, si vous voulez, qu'il y a un risque infectieux considérable. C'est une communauté qui vit en vase clos, et comme toutes les communautés qui vivent en vase clos, il y a un risque épidémique. Et si vous voulez, on va en être conscient au niveau français, mais au niveau des alliés. Et ce que je trouve assez moderne dans l'évolution de la pensée, c'est qu'on va créer une commission sanitaire interalliée qui est initiée par la France, qui est présidée par Justin Godard et qui va donc comparer les différentes expériences des différentes armées alliées et ils vont chercher des solutions cohérentes. D'abord parce que tout le monde n'est pas d'accord. Le War Office va même demander qu'il y ait une sorte de congrès
le War Office, c'est-à-dire le ministère de la guerre britannique, va demander qu'il y ait un congrès des chirurgiens militaires pour comparer leurs connaissances. Donc vous voyez une dimension tout à fait moderne, qui va donc se tenir en mai 1917. Alors maintenant, comme toujours en médecine, il y a la prévention, il y a le côté préventif et il y a le côté curatif. Il y a quelque chose qui va être dramatique, entre autres, c'est ce qu'on appelle le pied de tranchée. Vous imaginez ces pieds qui baignent dans la boue, qui sont mouillés, tout le temps mouillés, et ça provoque toutes les surinfections, toutes les mycoses plantaires que vous pouvez imaginer, et ça peut avoir, au bout du compte, il y a un pourrissement des chairs, vous voyez, de ce pied de tranchée. Alors donc, la hiérarchie va quand même s'en occuper. Et puis, il y a un côté aussi un peu franco-français, quoi. Ça c'est une phrase officielle, hein, une armée qui mange mal se bat mal, une armée qui ne mange plus ne se bat plus. Donc, on va envoyer de la bouffe et ça peut sembler bizarre, mais ces fameuses roulantes, si vous voulez, qu'on voit très souvent, elles n'apparaissent qu'en 1915. C'est-à-dire, la roulante, c'est pour chauffer la soupe du soldat. Avant, il n'y avait pas ce genre de choses. C'est une moitié d'anecdote, hein. Vous savez qu'au contraire, du côté allemand, il y avait un blocus considérable et que des centaines de milliers d'enfants allemands, de vieillards allemands, sont littéralement morts de faim pendant la Première Guerre mondiale. Et en 1918, les troupes allemandes, les soldats, les jeunes, hein, toujours des gens de 23, 24 ans, vous savez combien on peut manger à 23, 24 ans, les troupes qui partent à l'assaut lors des grandes offensives allemandes du printemps et de l'été 1918, ces gars, ils ont faim. Et ils partent à l'attaque. Ils réussissent à prendre le QG d'un régiment. Qu'est-ce qu'ils trouvent? De la bouffe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'offensive allemande a été ralentie parce que les gars mangeaient. Et puis ils buvaient, probablement, parce que là, le pinard, il y en avait dans l'armée française. Et alors, il n'y a pas eu que ça pour arrêter les Allemands en 1918, mais si vous voulez, ça a été un des facteurs du ralentissement de cette attaque. Alors voilà une autre. Bon, alors maintenant, on va penser. C'est le paradoxe de dire ça. L'alcool, c'est votre ennemi aussi redoutable que l'Allemagne. À l'instar du Kaiser criminel, l'alcoolisme décide et ruine la France à la plus grande joie de l'Allemagne. Ouais, sauf que le pinard, il coulait à flot dans l'armée française. Et il n'y avait pas que le vin, il y avait aussi la gnôle qu'on donnait aux soldats. Mais il a fallu vraiment se battre contre les poux, les rats, les moustiques. Et la grande crainte du commandement, c'est le typhus. Il faut savoir qu'en 1970, dans un hôpital militaire de prisonniers français en Allemagne, à Ulm, les 2/3 des prisonniers sont morts du typhus. Et donc, dans un article de Lecture pour tous, toujours de novembre 1915, vous avez cet article grand public « Protégeons nos armées contre le typhus ». Alors, il n'y a pas eu d'épidémie de typhus sur le front occidental, mais par contre, il y a eu des cas de typhus sur le front oriental. Et les Français craignaient beaucoup que les soldats serbes qui avaient été évacués à Corfou d'une part, ou bien ici à Marseille, ramènent le typhus. Donc, il faut lutter contre les poux, et donc on va donner des ordres, comme quoi les soldats doivent se couper la barbe, donc vous n'aurez plus de photos à partir de cette époque-là avec des barbus, il y a des moustaches, mais il n'y a plus de barbe, et donc il faut se couper les cheveux. Et puis, plus sérieux, on va installer des zones sanitaires anti-poux. Donc, on va faire monter à l'arrière des troupes ces moyens pour prendre des douches.
il y a certains soldats qui venaient de certaines régions reculées, mettons du Massif central, qui n'avaient jamais dû prendre de douche de leur vie, hein, parce qu'il faut quand même imaginer les conditions de vie des campagnes en 1914. Et puis l'autre ennemi, pire que le Boche, c'est le rat. Donc mort au rat et au Boche, hein, c'est marqué là, mort au rat et au Boche, et on va expliquer aux soldats comment on va donner aux soldats de la mort au rat. Moins drôle, mais alors pas du tout drôle, c'est le paludisme dans l'armée d'Orient. L'armée d'Orient, ce qu'on appelle l'armée d'Orient, c'est l'armée qui débarque à Salonique. Elle va faire une attaque le long de la vallée du Vardar, dans des zones marécageuses. Et il y a des moustiques. Et donc, c'est une zone d'endémie palustre. Et donc, la moitié du corps expéditionnaire est atteint. C'est considérable. Mon grand-père, qui faisait partie de ce corps expéditionnaire, eh bien, il a eu, comme les autres, le paludisme, et il l'a gardé une bonne partie de sa vie. Et il y a eu des formes extrêmement graves de ce paludisme. Sinon, l'armée en campagne, eh bien, elle boit de l'eau, et il faut chlorer l'eau. Donc, on va utiliser, c'est ce monsieur qui est en uniforme, là, Philippe Bunovaria, qui invente ce qu'on appelle la verdunisation à titre prophylactique contre la dysenterie, la typhoïde ou le choléra. Et toujours dans le domaine prophylactique, il va y avoir deux maladies qui étaient beaucoup plus fréquentes à l'époque que maintenant, mais contre lesquelles l'armée va lutter, va dépister et lutter. C'est d'une part la syphilis. Il y avait quand même dans l'armée française 500 000 vénériens qui ont été dépistés et pour lesquels on va donner des conseils d'utiliser des préservatifs. Et date historique, le 13 mars 1918, c'est la création des célèbres BMC. Alors BMC, il y a peut-être les vieux d'entre vous qui savent ce que ça veut dire, les jeunes peut-être pas, je vais vous le dire, ça veut dire bordel mobile de campagne. C'est-à-dire que l'armée française va intégrer un certain nombre de prostituées. Et ça va exister jusqu'au moins 1962. Ensuite, il y a le traitement curatif, bien que le seul moyen vraiment sérieux, et encore, c'est un médicament qu'on appelle le Salvarsan. Et donc, on va injecter, vous voyez, dans les fesses des gars, un traitement au Salvarsan. Et puis, la tuberculose. Alors, la tuberculose, c'est la grande maladie de l'époque, hein, bien sûr, pas seulement chez les soldats. Donc, on va trouver 150 000 cas de tuberculose avérés. Il y a eu quand même 40 000 soldats qui sont morts de tuberculose pendant la guerre. Et il faut savoir que à Alix, alors c'est dans les Pierres Dorées, c'est à 25 km au nord d'ici, ça a appartenu longtemps aux Hospices civils de Lyon, maintenant ça appartient à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône, c'est un centre de gériatrie. Eh bien, c'est là où on va mettre les soldats tuberculeux, donc dans un grand dortoir. Alors maintenant, les nouvelles pratiques de soins. Eh bien, il y a deux choses, il y a l'antisepsie et la sepsie. Donc, on va utiliser ce qu'on appelait le pulvérisateur de Lucas Championnière. Vous voyez, c'est ce joli instrument qui vous vaporise des produits qui sont contre les microbes. Là, c'est une photo que j'ai prise au musée de l'hôpital de Belleville, au nord de Lyon. Et puis, on va utiliser, donc là, c'est la manière d'utiliser. Sinon, ce type d'instrument, c'est un formolateur qui permet donc de vaporiser du formol dans une pièce pour la désinfecter. Alors voilà l'asepsie et les photos de la guerre de 14. Donc vous voyez ça, on est à la fin de la guerre de 14. Maintenant, tout le monde est habillé en blanc et non plus, même dans les salles d'opération. Vous remarquerez qu'il n'y a que le chirurgien et son aide qui ont un masque. Autour, c'est pas considéré comme vraiment nécessaire. Je ne sais pas si de temps en temps vous faites des aides opératoires ou participez à des opérations, mais c'est plus du tout comme ça maintenant quand on va dans un bloc opératoire.
Et donc, on va désinfecter les plaies. Donc, je vous avais dit qu'on avait peut-être surestimé l'action de l'iode. Donc, après, on va utiliser plus l'alcool, l'éther, et surtout, Alexis Carrel va inventer ce qu'on appelle la méthode Carrel d'exciser les tissus qui sont écrasés, qui sont nécrosés, donc exciser le maximum de choses, et ensuite faire une irrigation continue au liquide de Daquin pour qu'il y ait une imprégnation par le liquide de Daquin. Alors les Anglais n'étaient pas très d'accord pour cette formule parce que le Daquin a une toxicité spécifique et donc ça a été beaucoup discuté. Moi je l'ai encore vu utilisé au pavillon A sur des fractures ouvertes avec des dégâts musculaires importants. Moi c'est vrai que c'était dans ma jeunesse il y a une trentaine, quarantaine d'années. Donc maintenant c'est peut-être différent. Mais vous pourrez poser la question à M. Nedart la semaine prochaine. Alors, c'est quand même la disparition de la gangrène gazeuse qui disparaît presque totalement, puisque ça tombe à 0,5% des 2 millions et quelques blessés que l'on va soigner à partir de 1915. Donc, et c'est toujours le cas, hein, moi j'en ai vu des gangrènes gazeuses, la mortalité reste considérable encore maintenant et conduit à une chirurgie qui est très destructrice. Alors on va traiter les fractures par des tractions, par des suspensions, enfin les moyens modernes de... Et puis, on va s'apercevoir que la formation, c'est très important. C'est-à-dire que pour pouvoir opérer, il faut aussi que les gens soient formés. Et donc, très vite, Justin Godard et le médecin inspecteur Simonin disent qu'il faut absolument former. Et les Lyonnais, encore une fois, vont jouer un rôle extrêmement intéressant. C'est presque des CHU, si vous voulez, avant l'heure. Vous avez un hôpital de formation, donc l'HOE qui se trouve à Bouleuse, qui est dirigé par Claudius Régaud, mais on trouve un chirurgien lyonnais, donc René Le Riche, qui appartient à la famille Le Riche, qui est assez connue. Il y a donc la famille Nogier aussi. Donc, si vous voulez, c'est un peu le gang des Lyonnais qui, encore une fois, va jouer un rôle intéressant. Et Alexis Carrel, lui, dirige l'hôpital 21 à Compiègne, où lui, il poursuit des recherches en laboratoire pour tester l'activité et les méthodes de stérilisation, mais parallèlement, il fait des soins aux blessés. Alors les Français et les Allemands se disputent entre M. Behring d'un côté et M. Roux de l'autre côté. Qu'est-ce qui a découvert le sérum antitétanique? On ne parle pas en 14 de vaccination antitétanique. La vaccination, c'est après la Première Guerre mondiale. Et donc, en tout cas, les armées partent avec du sérum antitétanique. Et vous voyez, dans la guerre napoléonienne, il y a 12 à 13 cas de tétanos pour 1000 blessés. En 14, c'est pareil, 8 cas, comme à l'époque de Napoléon, aucun progrès. Et d'après les statistiques allemandes, pratiquement 4% de l'armée allemande, en 14, les soldats blessés sont morts de tétanos durant l'été 14. Et très vite, le chef du service sanitaire de l'armée allemande, le 4 octobre 1914, donne l'ordre à tous les médecins de l'avant quand ils reçoivent un blessé, ils doivent immédiatement, sofort, que je vous ai mis en gros, ça veut dire immédiatement faire une injection de sérum antitétanique. Alors le sérum antitétanique, voilà une autre gravure allemande qui vous représente comment on faisait le sérum antitétanique. On injectait le tétanos à un cheval et puis quand il avait fabriqué les anticorps, on prenait le sang du cheval. Donc c'est une sérothérapie. En tout cas, ça a été un succès, puisqu'à la fin du conflit, on n'a plus que 1,5, on est parti pratiquement de 10, on n'a plus que 1,5 cas pour 1000 blessés de tétanos. En plus, c'est des morts horribles, vous savez, dans des souffrances épouvantables, et heureusement qu'on ne voit pas.
qu'on voit plus maintenant. Donc, alors l'anesthésie, on venait de mettre au point des anesthésiques locaux. Donc l'anesthésie, elle se fait localement, si vous voulez, vous injecter autour d'une blessure le produit anesthésique. Elle peut se faire d'une manière loco-régionale, et on faisait dès cette époque-là, c'était monsieur le professeur Tuffier qui avait inventé ça, c'est la rachianesthésie, c'est-à-dire que vous faites une ponction lombaire et vous injectez votre produit dans le liquide céphalorachidien. Donc les Allemands avaient mis au point la novocaïne et les Français la tophaïne. En fait, actuellement, on utilise les dérivés de la novocaïne. Et puis l'anesthésie générale. Alors, en 14, dans l'armée française, c'est l'éther et le chloroforme qui est utilisé, avec ce masque qu'on appelle le masque d'ombre d'âne, qui a fonctionné pratiquement jusque dans les années 50-60. Vous avez peut-être été endormi au masque d'ombre d'âne. En tout cas, Louis Ombre d'âne était médecin-chef de l'hôpital de Verdun. Donc, on a des gravures intéressantes. Enfin, on voit l'anesthésiste, vous voyez, avec son matériel, sous l'œil absolument admiratif de l'infirmière. Oui, je regrette beaucoup de ne pas avoir travaillé dans ces conditions-là. Après, ils étaient beaucoup moins admiratifs. Ça devenait banal le siècle suivant. Donc on voit l'anesthésiste. Curieusement, les gestes n'ont pas changé, mais on n'a pas encore bien mis au point les intubations. Alors avec l'armée américaine arrive le protoxyde d'azote, c'est l'autre anesthésique qui est toujours utilisé d'ailleurs, que les Américains vont donner, si l'on peut dire, aux Français. Alors sinon, il y a eu 140 000 soldats gazés. On a utilisé l'atropine, vous savez, qui sèche les sécrétions. On a commencé l'oxygénothérapie. On s'est aperçu que finalement, quand on mettait de l'oxygène à quelqu'un qui avait un problème pulmonaire, ben, ça pouvait le faciliter. Et puis la kinésithérapie, mais ça, on en reviendra. On en reparlera. Alors, on utilise l'électricité. Bon, ça, c'était Lacassagne qui était très... Vous savez, celui qui a donné... son nom à une avenue ou à une place, qui avait développé ces techniques. Et puis, on utilisait l'électrovibreur bergonier pour rechercher les projectiles dans les muscles. Alors, une histoire assez méconnue, mais une belle histoire, mais une histoire qui n'est pas très célèbre, c'est l'histoire de la transfusion sanguine. On avait fait depuis longtemps des transfusions sanguines. On avait, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, transfusé du sang de mouton à des gens. Et puis, curieusement, les gens étaient morts, on ne savait pas bien pourquoi. Et puis après, on avait transfusé du sang à des gens, du sang humain à des gens. Et puis la moitié mourait, on ne savait pas pourquoi. Et puis en 1900, Landsteiner a découvert les groupes sanguins ABO. Ensuite, on a découvert le groupe AB. Et... je ne vais pas vous faire un cours sur l'agglutination, enfin, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a d'un côté les donneurs universels qui sont les O et les receveurs universels qui sont AB, parce qu'ils n'ont pas les agglutinines qui pourraient les faire agglutiner. Je ne vous parle pas de Rhésus, parce que les groupes Rhésus n'étaient pas connus. Ils n'ont été connus qu'en 1939-1940, toujours par ce même Karl Landsteiner. Alors donc, il y a quand même quelqu'un en 1911 qui a dit, si on tient compte des groupes, des agglutinines, des agglutinogènes, il faut pas... Les transfusions, ça peut marcher, mais pas n'importe comment. Il y a des donneurs, il y a des receveurs. D'accord ? Et donc, à l'époque, on fait des transfusions. Donc, vous voyez, c'est très récent, 1911, 1914. Et on va utiliser ça en 1911, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez le donneur et de l'autre côté, vous avez le receveur. Donc, deux canules dans plutôt une artère et de l'autre côté, c'est plutôt une veine. Et vous avez une seringue, vous aspirez et vous repoussez. Et la première transfusion comme ça de l'armée s'est faite le 16 octobre 1914. Et c'est un monsieur donc, qui devait être O, du groupe O, je suppose. En tout cas, les groupes étaient compatibles, qui a donné son sang au caporal Legrain, qui est arrivé exsangue et qui a été sauvé
Et ce caporal Legrain, j'ai vu sur Wikipédia, il est mort à 97 ans. Donc il est mort il n'y a pas très longtemps, mais il avait été sauvé par cette première transfusion sanguine. Alors ensuite, eh ben, il y a quelqu'un qui a trop... Parce que le problème, c'était le sang, ça coagule très bien. Hein. Donc il fallait, si vous voulez garder du sang, il faut le décoaguler. Et donc c'est un médecin belge, alors les Belges sont très fiers de ça, donc qui a trouvé le citrate de sodium. Et à ce moment-là, la conservation est passée à 4 jours. Donc on a pu faire un prélèvement, le mettre dans un bocal et le garder au cas où. Et donc on va utiliser, donc vous voyez, les appareils sont beaucoup plus élaborés. On va, seulement à partir de 1917, montrer que ce sang citraté, on peut le transfuser sans que ce soit catastrophique. Et donc, on va développer seulement à partir de ce moment-là la transfusion sanguine. Et ben, le problème, alors, dans l'armée, il faut trouver des volontaires. Hein, et finalement, il faut trouver des motivations. Et qu'est-ce qu'un soldat a comme motivation? C'est des jours de permission. Et donc, si vous donnez votre sang, eh bien, vous avez droit à 10 jours de permission. Donc, ça motivait. Voilà un extrait d'un papier tout à fait officiel. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est, si vous voulez, non seulement il faut être volontaire, mais il faut présenter les conditions requises pour être choisi comme donneur de sang. Si vous voulez, c'est assez logique. Donc, on fait les groupements. Alors ensuite, les maladies d'accompagnement. Donc, pour résumer, on a 2 sérums actuellement. On a le sérum antidiphtérique et on a le sérum antitétanique. On ne parle pas du tout de vaccination. Hein. Mais on a 2 vaccins, la variole et la rage. Et on a 3 vaccins contre les bactéries, la typhoïde, le choléra et la peste. Donc on va vacciner, bon ça c'est vieux comme le monde, hein, c'est la vaccination de Jenner hein, depuis le XVIIIe siècle. On sait, vous savez que vaccination ça vient de vache, et tout, parce que pour un vaccin antivariolique, il faut une vache, donc vous avez la vache qui est là, où on prend du futur sérum. Et on va vacciner à l'époque contre le choléra. Par contre, beaucoup plus grave, ça a été la fièvre typhoïde. Alors, il faut savoir qu'il y a eu pratiquement 100 000 cas de typhoïde la première année de la guerre, et avec une mortalité de 20%, c'est-à-dire qu'il y a eu 20 000 soldats qui sont morts de la typhoïde. 40 000 qui sont morts de la typhoïde. Donc, on va faire une vaccination anti-typhoïdique. On va la généraliser et on va réussir à éradiquer la fièvre typhoïde de l'armée française. Donc c'est un beau succès. Et vous voyez qu'on pense qu'il y aurait eu sinon 150 000 à 200 000 décès en plus dans l'armée s'il n'y avait pas eu cette vaccination. Alors il y a bien sûr eu l'épidémie de grippe espagnole qui arrive à la fin de la guerre. Et donc, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises. En fait, c'était surtout l'interdiction d'évacuer les soldats grippés pour ne pas disséminer la grippe. Il y a eu quelque chose de, si vous voulez, où les Français ont fait mieux que les Allemands, indiscutablement. C'est sur ce qu'on appelle l'obusite, le shock shell en anglais. Bon, ben là, j'avais prévu que ça bougerait, mais ça ne bouge pas. Ça, c'est les mystères de la technique moderne. Ce sont en fait tous ces soldats qui ont été pendant des heures et des heures pris sous un bombardement, et quand ils sortent, ils ont des tremblements incoercibles en permanence. Alors, dans l'armée allemande, c'était considéré comme des tirs au flanc. Et avec toutes les conséquences que ça peut produire. Alors que vous voyez, dès octobre 1917, dans l'armée française, il est marqué toutes les fois où des doutes peuvent s'élever sur la responsabilité de l'inculpé, parce que, bien sûr, comme il était considéré comme un tir au flanc, il était mis en prison par la prévôté. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'inculpé. À raison de ses antécédents héréditaires ou pathologiques, de sa manière d'être, de sa attitude générale, ou même de son état de dépression psychique ou morale au moment de l'infraction. Donc, il faut un examen médical. Et donc, ça a été la
grande, comment dire, la grande victoire des psychiatres français par rapport aux psychiatres allemands, où ce genre de choc Shell a été beaucoup moins bien pris en charge. Et puis l'autre domaine où on peut parler de victoire, c'est la notion de rééducation et d'appareillage. Donc on va avoir, dans tous ces centres dont je vous ai parlé, où il y avait quelques dizaines de blessés, on va les appareiller. Et Lyon a joué un rôle extrêmement intéressant. On a créé à Lyon, ça a été le premier centre français, un centre militaire d'appareillage qui a été dirigé par le professeur Nové-Josserand, qui fait partie de cette dynastie de médecins lyonnais, de professeurs à la fac de médecine. Et il y avait 2 écoles d'appareillage, l'école Joffre rue Rachet et l'école de Tourvieille. Et donc ce tableau, vous pouvez le voir au musée d'histoire de la médecine, à la fac de médecine, qui vous montre les différents appareils qui avaient été inventés pour compenser les bras manquants et pour permettre aux gens de retrouver une activité. Et Louis Lumière, donc l'inventeur avec son frère du cinéma, a inventé cette pince très élaborée qui a été faite en 5000 exemplaires, et on voit là un horloger qui utilise cette pince de lumière. Donc on a fabriqué des jambes artificielles, mais aussi des bras, vous voyez, artificiels. C'est toujours un peu impressionnant de voir ces photos, mais dans ces écoles, vous voyez, où on a reçu des centaines et des centaines d'amputés, puisque la majorité des blessures étaient les blessures des membres. Il y avait la rééducation des gens qui avaient perdu une jambe, et c'était plus facile, si vous voulez, de rééduquer avec une prothèse. C'est ce que disait le directeur de l'école Tourvieille. La rééducation du membre inférieur, c'est assez rapide. Par contre, la rééducation du membre supérieur, pour quelqu'un qui est amputé d'un bras, pour retrouver son travail, un travail d'avant-guerre, c'est beaucoup plus difficile. Mais enfin, quand même, la moitié pratiquement des gens qui sont passés, des mutilés de guerre qui sont passés par cette école, ont pu retrouver un travail, pas forcément le travail identique, mais un travail quand même. Je ne vous parlerai pas trop des gueules cassées parce qu'il y aura une conférence dessus, mais c'est vrai qu'il y a eu un grand développement des prothèses, et en particulier à Marseille, ils ont travaillé sur les prothèses maxillofaciales. Et puis, vous savez, en 1917, il y a eu un coup de mou de l'armée française. Pétain a remplacé Nivelle, et il a en particulier augmenté les permissions. Que fait un soldat quand il rentre en permission? Eh bien, quand on regarde les statistiques démographiques françaises, il y a un pic de naissance qui se produit à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle les enfants Pétain. Bon, c'était glorieux à une époque, moins à une autre époque, mais enfin bref, ça existe encore dans les villages. J'ai entendu dire une fois, ah bah tu vois, lui, il était né en 1918, ça c'est un enfant Pétain, parce qu'il a été conçu pendant la permission de son père. Donc vous voyez ce que les soldats, quand ils arrivaient en permission, on leur disait, bah, faites de beaux enfants. Bon, c'est plutôt gentil. Alors sinon, pour terminer, du point de vue statistique, il y a eu de l'ordre de 10 millions de blessés ou malades. 5 millions de malades, 4 millions de blessés. Et alors curieusement, c'est très difficile de savoir combien de soldats français ont été mobilisés. Parce que c'est coulissant, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est pas tous les mêmes qui ont fait toute la guerre. Il y en a qui sont morts, il y en a qui ont commencé la guerre après. Donc vous voyez, du point de vue des statistiques, c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais enfin, globalement, c'est autour de 10 millions. Et donc, pratiquement, tout le monde a été soit blessé, soit malade. Et il y en a eu qui ont eu moins de chance que d'autres. Il y en a qui ont été blessés. La moyenne, c'est 2 à 3 fois. C'est-à-dire que vous pouvez être et malade et blessé, bien sûr. Et vous voyez, il y en a quand même 300 000 qui l'ont été à 4 reprises. Parce que, si vous voulez,
quand vous êtes guéri, vous êtes renvoyé au front, hein. Donc, 79% des blessés repartent au front en 1916, 91% en 1918. Donc, ils sont mieux soignés. Et puis, l'autre chose que l'on oublie trop souvent, c'est que c'est le premier conflit où le nombre de morts par blessure est supérieur au nombre de morts par maladie. Parce que dans les armées d'autrefois, par exemple la guerre de Crimée, vous savez, qui avait eu lieu à Sébastopol, etc., là, la grande majorité des morts, c'est des morts par maladie, et non pas des morts par blessure. Donc là, c'est la première fois où ça se produit. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors malheureusement, ça n'a pas servi vous voyez, ça c'est un article à la gloire de la Société des Nations, ce que nous ne devons plus jamais revoir, et bien malheureusement, on l'a revu. Je vous remercie, bonne soirée. Non, les deux marches. Voilà, si certains d'entre vous ont des questions, je peux vous passer le micro. J'ai peut-être loupé un épisode, mais j'ai pas eu l'impression que vous ayez parlé des ambulances de la Marne. Ah oui, non, je n'ai pas parlé des taxis de la Marne. Non, Oui, les taxis de la Marne. non, mais c'est pas une évacuation sanitaire. D'accord, il me semblait. Non. On a utilisé en 14 les soldats, les taxis pour monter au front, mais je ne sais pas ce qu'ils sont devenus après. Parce que je suis originaire de là-bas et c'est vrai qu'on dit souvent que les taxis de la Marne ont servi dans Un le milieu peu. médical. Oui. Mais c'était, oui, ça a marqué la mémoire collective parce que c'était exceptionnel l'utilisation d'une automobile. Toute l'armée française se déplaçait à cheval à l'époque. Et donc, le fait de faire des ambulances automobiles, c'était vraiment quelque chose de tout à fait moderne. Bon. Ah, il y a un monsieur là-bas. Bonsoir. Moi, j'avais une question. En fait, pardon. Comment formuler la question? Si, en fait, il y avait une vraie collaboration finalement avec plusieurs corps d'armée et surtout de pays différents. Vous parliez des Anglais, des Américains pour les thermomètres et des Belges. Comment ça s'est fait au sein de l'armée française qui gérait ça, du coup, de faire venir des moyens médicaux d'autres pays? Alors, ça s'est pas fait d'emblée, hein, si vous voulez. Chaque armée était très, comment dire, jalouse de son autonomie, mais ils ont compris, mais progressivement, vous voyez, c'est pas au début de la guerre, ils ont compris quand même que il pouvait y avoir, en fait, c'est surtout les chirurgiens, donc il faudrait peut-être poser la question plutôt à M. Nédard. Les chirurgiens, mais ça ne m'étonne pas, c'est toujours valable même dans le civil, ils n'étaient pas tous d'accord entre eux, les chirurgiens anglais d'un côté, français de l'autre, sur la manière de soigner. Et il y a eu, vous voyez, cette conférence de consensus où justement, on a ressenti le besoin de mettre des instances interalliées pour qu'il y ait une certaine homogénéité. Il est certain que si vous vaccinez l'armée française, mais pas l'armée anglaise qui est juste à côté, si vous avez une épidémie d'un côté, bah, vous l'aurez de l'autre. C'était la grande crainte en ce qui concerne le typhus, c'est qu'on avait peur que les soldats serbes, qui sont arrivés dans un état de dénuement total, transmettent le typhus aux autres. Merci. Si vous voyez, ce qui est intéressant, et je n'ai peut-être pas assez insisté, c'est que sur le plan purement historique de la santé, c'est la première fois qu'au niveau de millions de gens, il y a une politique de santé publique préventive. Ça, il n'y en avait pas, ou pas à ce niveau-là. Et justement, certains regrettent que des gens comme Justin Godard ne sont pas restés aux manettes en 1920 pour élargir à l'ensemble de la société les choses qui avaient été obligatoires. Les vaccinations obligatoires, par exemple, avaient été faites pour les soldats. Il faut attendre en fait 1945 pour qu'il y ait
une politique de santé publique, semble-t-il. Enfin, ça, c'est un raccourci. Oui, je vous en prie. Oui, concernant le mode de propagation du typhus, il me semblait que c'était plutôt Charles Nicholl dans les années 1920 qui a eu un prix Nobel pour sa découverte que le typhus était lié au pouls, mais on le savait avant en fait. Ah oui, mais vous savez, il y a toujours un décalage entre le prix Nobel et les découvertes. Hein. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, je pense que des gens comme Nicole, mais enfin tous les pasteuriens, tout l'Institut Pasteur, vous avez vu, pour l'Institut Pasteur, le nombre de doses de sérum qu'ils ont mis au point, tous les pasteuriens ont été convoqués, si vous voulez, pour travailler à cette question. Et la chaîne de la transmission du microbe était connue avant 14, oui, certainement. Vous savez, Landsteiner a eu son prix Nobel, lui aussi, bien après 1900. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous n'êtes pas ennuyés. Voilà. Bonne soirée. Aussi. Simplement aussi, vous avez parlé de